Par rapport à l'activité I, des enquêtes ont été menées en 2016, en 2006, en 2016, en 2017, dans 5 provinces, Congo central, Kinshasa, Aix, Bamako, Équateur, Occidental. Malheureusement, on n'a pas pu mener des enquêtes dans les provinces de cette parce qu'à l'époque, c'était le phénomène du commerçant. Nous avons eu à utiliser pendant cette enquête un protocole d'échantillonnage harmonisé tel que décrit par les éminents chercheurs qui ont travaillé avant nous dans le même domaine. Ainsi, au total, 146 champs avaient été inventoriés et visités dans les 5 provinces, à savoir 26 champs en Équateur, 30 champs en Occidental, 38 champs à Kinshasa, 26 champs au central et 23 champs au Bamako. Et lorsqu'on faisait cette investigation, le protocole prévoit que 30 plantes soient examinées dans chaque champ. Et ces 30 plantes seront échantillonnées, 15 plantes par diagonale. Et 10 pieds ont été déracinés dans chaque champ pour nous permettre d'évaluer les symptômes de la MNRM au niveau des racines. Et les évaluations de la sévérité au niveau des racines, nous avons utilisé une échelle de cotation qui va de 1 à 5. Les résultats qui concernent l'activité I, nous avons ici des tableaux qui présentent la sévérité de la MNRM à travers ces 5 provinces. Et on voit que la sévérité et la différence est significative. Et on peut dire que ce sont les provinces de Kinshasa et de Bamako qui avaient montré le niveau de sévérité élevé, et c'est la zone de l'Équateur qui avait montré le niveau de sévérité le plus bas. Par rapport à l'incidence de la MNRM à travers les 5 provinces, on constate qu'il y a une différence hautement significative entre ces provinces et que c'est la province du Congo central qui présente des niveaux d'incidence le plus élevés et suivi, et on a en dernière position la province des Plateaux d'Équateur qui montre des niveaux d'incidence les plus bas. Cette carte nous représente la distribution de la maladie à travers les provinces que j'ai visitées. Il s'agit de la sévérité. Et si on observe, l'échelle nous montre que c'est la couleur noire, le point noir, qui représente le niveau de sévérité élevé. Et on a ici un point noir au Congo central. Ces points noirs-là, c'est les points-là qui représentent la localité du village du Lukwakwa. Et aujourd'hui, ces villages sont considérés aujourd'hui comme point d'infection primaire de la maladie. Et c'est à ces villages actuellement où on trouve le niveau de sécurité plus élevé. En anglais, on dirait que c'est le hotspot de la maladie. Et c'est le Lukwakwa, et on est à la limite du nord de l'Angola. Et il y a aussi quelques points verts où la maladie est un peu élevée. Aïe, dans certains endroits, comme là-bas, c'est le village qui était à la limite du Congo-Brazzaville, où on a aussi un niveau de sévérité assez élevé de la maladie. Et vous voyez ici le point bleu, l'eau en Équateur, où la maladie, le niveau de sévérité est un peu bas. Et ici aussi, en Normandie, avec le point bleu, le point rouge aussi, white eye, un peu élevé. Ça, c'est la quelque sorte de résumer la distribution de la maladie à l'ouest de la RDC. En rapport à l'incidence, les points noirs, nous sommes encore au village de Bois, où l'incidence est élevée. Et aujourd'hui, c'est dans ces villages où les meilleures variétés pratiquées par la recherche, mais où les variétés aussi sont sensibles à la MNRM. C'est le cas de la variété Obama, où la TB canadienne, qui a montré un niveau d'incidence de 45,16% par rapport à la MNRM. Avec déjà presque la moitié de la population, variété
succombe face à MNRM. La variété rare qui a été beaucoup appréciée, c'est quoi la générale, beaucoup exploitée au Congo, cette variété ici, mais actuellement cette variété aussi, ça s'appelle être sensible à MNRM, avec un niveau d'incidence supérieur à 50%. Et il y a aussi des variétés locales, elles ne sont pas épargnées. La variété Biélé, qui est très très locale Doudou, la variété Kamanabanza et d'autres variétés locales aussi sont sensibles à la MNRM. On voit ici que Kamanabanza a un niveau d'incidence de 80%, ce qui est très élevé pour une variété locale qui doit vraiment servir aux paysans. L'activité 2, l'essai de transmission de la MNRM par boutirage. Cette activité, la genèse de cette activité, veut que à l'époque, quand on tâtonnait encore, quand on n'avait pas encore réalisé les études NGS en Australie, on voulait comprendre que si la maladie qu'on rencontrait chez la MNRM, dont les gens prétendaient que c'était la CBSD, ou soit c'était une nouvelle sur la CBSD, alors on voulait vérifier pour savoir si cette maladie qu'on croyait être la CBSD avait un caractère systémique. Parce qu'en fait, nous savons que toutes les maladies virales ont un caractère systémique. Les maladies se transmettent par les matériaux d'évacuation. C'est le cas de la mosaïque plasmodique. Quand vous avez des outils malades, mosaïque plasmodique, vous aurez nécessairement cette affaire à de nouveaux pieds malades. Alors, sur cette importante expérience, nous avons une catégorie de boutures saines par rapport à la MNRM. Nous avons l'enquête a été menée du 1er au 5 octobre 2017 par rapport à l'Institut d'Aïro, le territoire de Congo, et du 4 au 13 novembre au lycée de Fouati, en ville du Congo. Et ces images nous ont été envoyées à partir de Congo-Brazzaville et d'Angola. Ce sont les nécroses, telles que nous les observons chez nous ici, et telles aussi qu'on les observe en Afrique de l'Est par rapport à la Suède. On a confirmé que ces nécroses existent bien au Congo-Brazzaville, comme aussi en Angola. On a eu à visiter 11 villages en Angola. Ces villages ont été sélectionnés de manière aléatoire sur 36 villages. On a eu à visiter 12 villages ainsi de Fouati, sur un total de 40 villages. Le tableau 10 nous montre les données par rapport aux variétés qui ont été inventoriées lors d'enquête au Congo. Il y a léger, ici, la variété rare, que les Brazzavilliois ont dénommé Y'a léger. Y'a léger nous a donné une incidence de 100%. Donc, en fait, la variété rare, ils ont eu à partir du Congo ici, a montré aussi le même comportement au Congo 100%, avec une petite disponibilité 4. La variété jamais dessus, c'est une variété locale dans la ville. Cette variété, ils l'ont appelée jamais dessus, parce que quand les Brazzavilliois ont commencé à utiliser, ça donnait un bon rendement. L'équipement après aujourd'hui, on trouve que cette variété aussi a une sévérité élevée, jusqu'à 5. Donc la MNRM, l'incidence est de 51%. Et il y a aussi d'autres variétés qu'on a rencontrées, comme Brazzaville, le Papou, Kinine, Henri Guada, et toutes sont sensibles à MNRM. Donc on a confirmé que MNRM existe bel et bien au Brazzaville. Ils n'ont pas la souris brûle. Peut-être qu'ils ont aussi dans le monde, ils ont affaire à MNRM. C'est le même problème qui se pose en RDC. La différence est hautement significative entre les deux. Aucun virus. On a vraiment confirmé que la maladie n'avait aucun virus. Ce sont les données des bio qui montrent plus la présence des bactéries, des champignons et aucune présence virale. Et il y a un laboratoire qui est aux États-Unis, Oak Ridge, qui s'est aussi intéressé au travail. Je me demandais qu'on leur envoie les séquences. On envoie les séquences et aussi on vérifie par bien pratique. Effectivement, ils ne trouvent aussi aucun virus dans leur échantillon. Tous les bactéries, champignons. Là, c'est après extraction d'ARN. Ils vont aussi extraire l'ARN. Pareillement aussi, ils ne trouvent pas de virus. Mais ils ont pris un échantillon témoin de la CBSD au Mozambique, ils ont trouvé le virus. C'est alors qu'on a confirmé que notre famille CBSD n'avait rien à voir avec une cause virale, n'avait affaire à une maladie qui est causée par un certain nombre de champignons et des bactéries.
il reste maintenant à confirmer parmi ces suspects-là qui est réellement les pathogènes. C'est pour ça que maintenant, on s'est dit qu'il faut changer de nom, il faut donner une autre dénomination maladie. Ce n'est pas la CISD, ce n'est pas une maladie similaire, il faut donner un nom. Et en 2018, lors de l'atelier, les gens ont soulevé le nom de MNRM. Cassava route, et plus tard aussi, lors d'une étude scientifique, aussi, les gens ont encore évoqué le nom de MNRM. Et après, maintenant, c'est les chercheurs et l'ITA aussi qui va confirmer cette nouvelle notion de cassava root necrosis disease. Et aujourd'hui, la technologie a été adoptée, la maladie est appelée cassava root necrosis disease ou maladie de nécrose vasculaire. En termes de conclusion, cette étude a montré pour la première fois que toutes les amorces qui sont utilisées de l'Est pour la CISD ne sont pas capables de détecter la PCR. Ces résultats stipulent qu'il existe effectivement deux maladies différentes et distinctes, MNRM et CISD, mais qui, par simple coïncidence, manifestent les mêmes symptômes au niveau des racines. La MNRM, curieusement, ne montre pas des symptômes de tiges et des feuilles. Alors, on constate sur le terrain que la CISD est en train de progresser de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, la CISD est déjà reportée au niveau de la RDC Est. On revoit la MNRM qui a été reportée pour la première fois en Afrique, en RDC Ouest, est en train de progresser en RDC Est, en l'Est, comme aussi en Afrique de l'Ouest. Donc ces deux maladies finiront un jour à se chevaucher au niveau de la RDC. Si aucune mesure de contrôle n'est prise, les deux maladies vont se propager en l'Ouest comme en l'Est, et les symptômes étant similaires, ça créera un problème au niveau du manioc. Ce sera une catastrophe en termes de gestion de ces deux maladies du manioc qui ont un impact économique très négatif sur la culture, comme aussi sur les paysans. Nous suggérons donc que les travaux de recherche continuent pour nous parvenir à identifier réellement qui est l'agent. À ce niveau-ci, on a des suspects. Maintenant, nous devons confirmer qui est ou qui sont les agents responsables de la MNRM. Et cette confirmation-là ne peut passer que par le postulat des coachs. Donc, nous devons mettre en œuvre le postulat du coach par le fait pathogène ainsi que d'autres études biologiques parallèles. Alors, ces informations-là sur les MNRM permettront maintenant une recherche future en termes d'amélioration et de résistance aux maladies. Ce travail a reçu la contribution de plusieurs partenaires. Nous tenons à les remercier sincèrement. Nous avons reçu l'apport financier et technique de l'ITA, de WAVE et de EFA. Pas facile d'ouvrir les hostilités par une femme. Et surtout une femme qui a besoin du manioc dans la transformation. Et que la maladie du manioc peut rendre cette démarche impossible. Et effectivement, la thèse de M. l'ingénieur Bachelard m'a beaucoup intéressé pendant longtemps. Nous avons eu beaucoup de temps à échanger de temps en temps. Et même une fois, j'ai voulu essayer les différentes boutures. Ils sont déjà sur le champ, j'ai même déjà repiqué. Il en a eu et c'est vraiment un problème. Et disons une solution lorsqu'on va arriver au bout, parce que parmi les questions que je voulais poser, lui il les a déjà posées comme hypothèse de recherche. Et pendant que la RDC aujourd'hui s'est lancée dans l'intensification de la culture du manioc, parce qu'on a trouvé que c'est le manioc qui doit être une grande porte d'entrée dans le développement industriel. Donc ce travail m'a beaucoup intéressé, continué à m'intéresser. Et aussi, il y a quand même des questions qui sont restées comme ça.
Vous avez relevé ça vers la fin, mais je voudrais quand même demander quelque chose. Dans les complexes microbiens, il y a les bactéries et les champignons. Ils sont toujours des suspects ou c'est évident? La première question. Est-ce qu'il y a des évidences ou c'est toujours des suspects? Maintenant, ma question, c'est surtout sur deux volets. Est-ce que les tests que vous avez effectués, après des analyses moléculaires, est-ce que vous avez réussi à séparer le complexe pour des tests? Est-ce que si vous avez fait des tests en association toujours ou bien le complexe a été parfois séparé, lequel des micro-organismes, bactéries et champignons était en partie responsable, parce que vous dites que nous devons aller avec chaque souche, ce que j'ai compris, avec chaque espèce, il faut aller avec le postulat de Koch. Oui, mais dans l'entretemps, pour arriver à dire que ce sont ces germes qui sont responsables, vous avez quand même identifié, grâce aux méthodes de biologie moléculaire, mais aussi, est-ce que vous avez pu faire des essais avec les deux groupes de micro-organismes séparés ou c'était toujours en association? Et si vous avez fait d'une manière séparée, à quel groupe était beaucoup plus lié la sévérité de la maladie? Je vous remercie. Ok, allez-y pour répondre à cette préoccupation. Merci, Président. Ok, au fait, il y a ceci. Toute l'analyse qu'on a faite au départ, c'est rapporté à la souris brune. Parce qu'on pensait que la maladie était la souris brune. Donc, tous les labos qu'on a fait, qu'on a évoqués, c'est le PCR, c'était avec des amorces, la souris brune. Mais qui ne donnait aussi aucun résultat. Parce que quand nous sommes allés en Australie, quand on a fait les NGS, c'est une technique qui permet juste de vous dire qui est présent, quel pathogène ou quel micro-organisme est présent. Il fait juste l'inventaire. Mais il ne vous dit pas qui est pathogène. C'est ce qu'on appelle le séquençage complet. Vous allez séquencer, vous allez voir des courtes reads, short reads qu'on va compiler. Il vous dit voilà, on a ceci, on a X, Y, Z. On a obtenu plusieurs champignons, plusieurs bactéries qui sont présents dans les champignons. Le NGS a juste donné, a signalé leur présence. Mais actuellement, on peut dire qui est le pathogène. Alors, on les considère présentement comme des suspects. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut, pour mettre en place le procès de Koch, il faut arriver d'abord à isoler les micro-organismes, dissimuler les cultures, les cultiver, aller inoculer encore des plantes qui sont saines, observer encore la maladie de ces plantes, et puis réisoler encore le pathogène. C'est le principe des postulats de Koch. On voit déjà commencer, on a isolé les bactéries, même avec les dessins prof Tidengé, qui va aider à identifier, à isoler les bactéries. Il y a aussi un de nos collègues qui a fait son DA en Belgique, où lui aussi a pu isoler les champignons. Mais on est encore à un stade, du moins on confirme que la maladie n'est pas un virus, à l'actuel. Maintenant, il nous faut encore peut-être 2 années où j'invite encore nos jeunes chercheurs aussi à s'impliquer dans ce travail pour maintenant aller vérifier dans la liste que nous avons publiée qui est le pathogène. Donc on sait qu'il est parmi cette liste-là, mais on ne sait pas dire c'est qui. C'était ça, mes demandes de réponse. Est-ce que pour l'instant la parole? Oui, merci, je suis très satisfaite. Quelles recommandations vous faites aux 95% des professionnels de l'agriculture que nous appelons communément les paysans par rapport à cette maladie? Qu'est-ce que vous faites de sensibilisation vu les attaques qui nous viennent de l'Est, de l'Ouest? Et quelles sont les recommandations ou quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour le moment pour préparer déjà les paysans à ces fléaux qui se préparent, qui se profilent? Des recommandations et pour des questions.
Alors, pour revenir à l'environnement difficile dans lequel on a travaillé, oui, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions. C'est la serrure brune, c'est pas la serrure brune, c'est la serrure brune, pas la serrure brune. On a été invité une fois aux États-Unis pour parler de la Civic-Lac. Et à cette réunion-là, on se croisait avec le docteur Joseph Ndungu, qui gère Marie pour continuer Agriculture Research Institute. Quand j'ai présenté mes résultats et on a des symptômes de nécrose au Congo, on n'a pas tous les cellules, on ne peut pas les vérifier. Non, non, non. Vous devez avoir mal fait l'analyse. Vous devez avoir mal manipulé au PCR. Il a dit aux États-Unis, c'est un sténant qu'il va nous donner un billet d'avion pour que j'aille dans son laboratoire en Tanzanie à Marie. Il m'a invité chez lui 2 semaines. Il m'a collé son meilleur technicien. Il travaille pour lui. Moi, je veux savoir si réellement ce qu'il dit là, c'est vrai. Pendant 2 semaines, on a obtenu des résultats négatifs. Et enfin, Joseph Ndungu a été convaincu de ce travail. Et aujourd'hui, il croit en tous ces rapports. Donc, c'est aussi pour montrer qu'on a travaillé dans un élément difficile où parfois les gens ne voulaient pas croire à ce qu'on voulait rapporter. Mais c'est le voyage de l'Australie qui a mis fin au débat. C'est quand on a fait le NGS maintenant, qu'on n'a trouvé aucun virus, et là maintenant c'était la fin de l'histoire. On s'est dit, bon maintenant on peut maintenant présenter la thèse. Par rapport aux questions, oui, nous à l'époque quand on faisait le PCR, on devait sortir. J'ai appris le PCR dans la voie de l'avortement à l'ITA Tanzanie. Là où j'ai fait mes premières manies de PCR. Après j'ai fait encore à l'ITA James Lake. Après j'ai fait ça encore au BK. J'ai fait ça, à l'époque on n'avait rien à voir, on n'avait même pas une pipette, même pas une tips, on n'avait rien. Mais aujourd'hui, en France, on a les PCR. On a 2 PCR en France. Je vous dis qu'aujourd'hui, tous les jeunes gens là ne sortiront pas comme nous, on cherche à sortir. Donc, on peut aujourd'hui analyser toutes les sanctions par rapport à la mosaïque et la serrure brune, on peut les faire aujourd'hui en France. Seulement qu'on n'a pas de NGS, on va envoyer les échantillons ailleurs pour faire les séquençages. Ce n'est pas très compliqué. Quand on a les produits, quand on a fait les PCR, on a les produits. Et aujourd'hui, ce qui est possible aujourd'hui aussi avec la technologie, ces techniques qui étaient coûteuses à l'époque, les prix sont rabaissés. À l'époque, quand on était au Kenya, les PCR, on dit les échantillons coûtaient 5 000 $. Mais aujourd'hui, ça coûte 500 $. Non, les NGS, coûtent 500 $. Donc aujourd'hui, après, si on a envoyé, on peut avoir le produit PCR, et on peut envoyer ici à Ikaba, en Afrique du Sud, on peut envoyer à Beka pour les séquençages. Comme les NGS est devenu aujourd'hui largement utilisé, c'est devenu aussi moins coûteux. À préconiser pour cette maladie de manioc. Dans la mesure où cette culture vivrière, par excellence, de lutte contre l'insécurité alimentaire des Congolais, son développement pourra être, le développement de cette maladie pourra entraîner la famine. Vu la contamination et entraîner même de morts d'hommes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Comment nous pouvons des mesures préventives? Voilà ma seule et unique question. Merci beaucoup. La défense privée, c'est lui qui avait réellement formé le travail. Parce que le format avait présenté, consistait d'abord, il y avait introduction, matériel, méthode, résultats. C'était un format qui avait posé des problèmes de tautologie, de répétition. Il avait demandé qu'on réforme l'activité en suivant un peu les formats des anglophones, format où les chapitres contiennent l'activité, et dans chaque chapitre, on a introduction, c'était que ça a pris un peu du temps pour refaire ce travail-là, suivant les vocateurs. Nous allons souligner effectivement dans la dernière version, cette contribution-là, qui a vraiment été très capitale dans l'amélioration de ce travail. Effectivement, moi, quand je vois le travail ici, par rapport à la dernière version, c'est 2 travaux différents, vraiment différents, et j'ai remercié les jurys aussi pour le grand travail qui a été fait pendant toute la période de correction. Je suis moi très reconnaissant avec les jurys qui ont beaucoup, énormément contribué à la du travail en rapport à la version qu'on avait présentée sur la défense privée. Alors, pour ce qui est déposé, oui. Parce que maintenant là,
comme on a dit, on appelle la maladie couramment MNRM. On continue à suivre les analyses jusqu'au jour où on va identifier le pathogène. Je pense qu'à ce moment, il y aura un nom définitif qui sera donné. Peut-être si on aura la permission aussi des autorités, on pourra dire qu'à quel pays il n'y a pas de problème. Mais on continue d'abord, on est d'abord à identifier les vrais pathogènes d'abord, et puis on donnera une dénomination définitive à la maladie. Tout en donnera aussi tous ceux qui ont contribué à ces recherches-là. Alors pour ce qui est des mesures préventives, peut-être j'ai oublié une étape, je voulais vous montrer un peu au public c'est quoi la MNRM. Les gens voient des images, mais je veux les gens voient les racines. Ça c'est une variété d'un génotype qu'on a dénommé en voisin du Pouta. Ça veut dire plaie. C'est un nouveau aussi où on a trouvé des paysans. Non, nous, cette maladie-là, on l'appelait Pouta. Le génotype aussi a été identifié dans notre schéma de sélection en voisin. On l'a éliminé pour la sélection, mais même pour nous, pour la pathologie, on va conserver. Quand vous plantez ces maniocs ici, vous allez voir, vous aurez un très beau champ. Les feuilles sont très bonnes. Il n'y a pas de taches sur les feuilles. La MNRM ne donne pas de symptômes sur les feuilles, les tiges. Le champ est apparemment sain. Ces racines ici, ces génotypes vous donnent un rendement très élevé. Même quand vous le bouillissez, le manioc est de bonne qualité. Mais seulement quand vous passez 12 mois. Vous allez voir, ça c'est des racines qu'on a pris, qu'on a récoltées de manière aléatoire dans les champs. Si vous les coupez là, si vous le coupez, comme ceci. Il ne faut pas tout couper, on va les mettre dans le président des séances. Une telle variété, c'est la mort d'or. Peut-être qu'on a évoqué là. La mort d'or. On a connu un voleur qui est allé voler le manioc dans ces champs ici. Il a volé la nuit, il a volé. Maintenant, le matin, quand il voulait couper les pédoncules, là, il a remarqué que toutes les racines étaient malades. Il a tout abandonné, il est parti. Voilà. Nous allons faire la crise du manioc et vivre dans des situations où, dans certains pays ou villages, les gens ont abandonné le manioc pour qu'on s'appelle la patate-douce. Le Congolais sait qu'il ne sera pas vu de patate-douce. Le Congolais aime son fou. Alors, sans manioc, on peut vivre. Donc, nous avons 3 fléaux sur lesquels nous devons travailler. La mosaïque, la souris brune et la MNRM. Alors, prévention, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que beaucoup de gens ne sont pas informés de ce qu'on fait. Beaucoup de gens, dans les expressions agricoles, continuent à croire que c'est un symptôme de la souris brune. Or, ce n'est pas la souris brune. Nous devons les sensibiliser, ce n'est pas la souris brune. La cible, c'est une autre affaire. La MNRM, c'est aussi une autre affaire. Mais qui ont les mêmes symptômes. Donc, d'abord, le travail de sensibilisation qui doit être très efficace. Et la création, le développement des variétés résistantes. Nous, en tant qu'INERA, nous devons créer des variétés qui résistent à ces fléaux. En fait, quand la maladie a commencé à Tanzanie, on a dit qu'elle était endémique, dans la zone côtière, Tanzanie, Malawi. Et les gens ont compris qu'il y avait effectivement un effet d'attitude qui fait que la maladie était cloisonnée toujours aux basses altitudes. Et c'est pour ça pendant beaucoup d'années, même des décennies, où la maladie ne montait pas dans les plateaux. Elle est restée pendant plusieurs décennies dans les zones de basses altitudes. Et les gens ont compris que oui, cette maladie est influencée par l'altitude. Mais curieusement, après une certaine période, on a commencé à observer les symptômes dans les zones des plateaux. En Ouganda, en Tanzanie, la maladie est montée en Tanzanie et le plateau, la maladie est parvenue au Kenya, la maladie est signalée en Ouganda, signalée au Rwanda, etc. On a compris que l'effet d'altitude n'agissait plus. Certainement lié aussi au changement climatique. Mais on sait aussi que les virus ne sont pas statiques. Selon les modes de vie, les virus ont la tendance à modifier des génomes, à subir des mutations et qui entraînent souvent l'apparition de nouvelles souches de virus. Alors, on comprend clairement qu'avec ce dynamisme du comportement des virus, il doit y avoir eu aussi l'apparition de nouvelles souches. La CBST, il y a à l'époque une seule souche, aujourd'hui il y en a 2. Il y a CBST, il y a aussi CBST. L'Ouganda, Kassava, Brand-Sud-Varas, et qui aujourd'hui est présent à LDCF. C'est le You qui est chez nous à LDC, l'Ouganda. Donc, on peut dire qu'à l'apparition de nouvelles souches, le comportement aussi des virus et la maladie peut changer. Donc, aujourd'hui, c'est le bruit, l'attitude n'agit plus.
Donc on peut trouver la cellule brune en basse altitude comme aussi en grande altitude. On peut la trouver aussi en forêt et en savane. Et c'est le même comportement aussi avec la MNRM. La MNRM, on la trouve aussi en basse altitude comme aussi en grande altitude. Les données des portables ont montré ça. On a vu une comparé deux zones. Vous avez des altitudes différentes. Les deux zones, on a trouvé la MNRM. Et la MNRM, même à Loukwako, on en trouve même dans les zones forestières, et en royaume où il y a la forêt, on trouve la MNRM, même au principal des pieds, il y a la savane. Donc il faudra en tenir compte aussi. Monsieur le professeur, vous m'aviez naturellement, vous l'avez dit, suite à la requête, j'ai été désigné comme intervenant dans une conférence internationale sur le caféier, parce qu'on sait que le conservatologiste c'est M. Trakeomiko. Alors, on m'a fait demander d'aller intervenir là-bas pour leur expliquer tout ce que nous avons eu à faire. Et comme toujours, le professeur qui était là m'avait rassuré que la défense se fera à mon retour. Et comme c'était un homme qui est écouté et convaincant, eh bien, ça s'est fait. Je vous remercie, monsieur le professeur, et je voudrais aussi que dans toutes leurs composantes, que le comité de gestion, aussi représenté par notre administrateur du budget, soit infiniment remercié. Monsieur le Président, au moment où vous m'accordez la parole, il y a un problème qui se pose à moi. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un choix entre ce qu'il convient de dire à l'assistance qui est ici, nombreuse, et ce qui lui est indifférent de savoir. Et tout cela n'est pas facile à faire. Vous conviendrez que les centres d'intérêt des uns et des autres, tels que nous sommes dans la salle ici, sont divers. Alors, moi, je ne vais pas faire l'apologie de M. Bakenanas, mais je voudrais quand même, avant de pouvoir l'interroger, soulever quelques faits majeurs qui méritent l'attention de tout le monde. Le professeur Kizungu a dit quelque chose, mais il n'a pas tout dit. Parce qu'il est parmi les personnes qui m'ont convaincu que je pouvais prendre la succession de la promotion de Jim. Parce que moi, je considérais que Jim était mon fils aîné et qu'aller prendre sa femme, c'est un cas incestueux. Relative à la terminologie. Dans notre texte, nous parlons de l'affection et de l'infection. Est-ce que vous pouvez, beaucoup de gens ici là, sont des agronomes et ils ne connaissent pas ça. Mais vous pouvez, si vous pouvez répondre, si vous ne voulez pas, ne répondez pas. Alors pour la deuxième question que je voudrais vous poser, je recours au philosophe, un certain Gaston Duharic, qui disait, je cite, « Le futur n'existe pas, il est à faire. Il doit être pensé, il doit être inventé, puis et surtout, il doit être voulu. » Alors voici la question. As-tu pensé à l'avenir, comme l'a dit les doyens, comme l'a dit mon consort? As-tu pensé à l'avenir? Est-ce que vous allez faire ce que vous allez faire pour la suite? Kizungu a insisté sur le fait qu'il y a des tentatives de serait amené peut-être à occuper des fonctions. Dans le domaine des maladies, on n'est pas dans le domaine de la rue, affection, on connaît ça certifie, plan de la rue. Dans le domaine des maladies, une infection, c'est une maladie. Quand on parle d'affection, dans la pathologie, c'est la maladie. Infection, c'est quand les pathogènes ont déjà contaminé les tissus. Donc, ce sont deux termes presque similaires, mais qui ont un sens dans le domaine pathologique. Donc, affection n'a rien à voir avec l'affection dont on parle dans le domaine sentimental. Donc, affection, c'est maladie. Dans le domaine des pathologies, ça n'a rien à voir avec l'affection dans le sens des sentiments. Deuxième question, penser à l'avenir, oui, c'est notre devoir. Parce que maintenant, là, nous devenons un débat aussi à la communauté. Nous devons servir la communauté.
propriété. Nous avons pris l'engagement, par exemple, d'acquérir ce labo-là. Nous savons ce que nous avons enduré en manque de ces petits. Et maintenant que nous avons eu, je crois que nous avons le devoir de les pérenniser surtout pour que ces laboratoires servent aussi à former aussi les prochains docteurs. Le jury a se retiré pour délibérer à huis clos. Merci. Pour la proclamation des résultats. Thèse présentée par les candidats, M. Bakelana Zeim Tony, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences agronomiques. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Bakelana Zeim Tony a reçu avec la mention grande distinction. Docteur en sciences agronomiques. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées. Les applaudissements sont suffisants. Mosaïque va sentir. Mosaïque va subir. Avec les banaches. Papa diplôme. La salle est en bas à l'applaudissement. Mesdames et messieurs, nous allons... La séance se poursuit. Nous allons pour le moment suivre successivement les mots de circonstance du lauréat du jour, le mot de circonstance de M. le doyen de la famille. Je vous remercie les dieux puissants, parce que sans l'éternel, ceci ne sera pas possible. Réaliser tout cela, Dieu nous a guidés sur ce problème aujourd'hui, sur les solutions. Je remercie beaucoup. Mais aussi, sans lui aussi, cette thèse n'est pas possible. On a beaucoup travaillé, le prof, on a beaucoup travaillé, mais le prof ne m'a pas jamais lâché. Aujourd'hui, je le remercie beaucoup. Je remercie pour mon Mungu, parce qu'avec lui, on a commencé dès le début, au stade embryonnaire, et aujourd'hui, on est au niveau du sort. Merci à l'université, merci aux collègues professeurs, merci aux associations des travaux, merci aux assistants qui nous ont enseigné depuis les premiers graduats jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je commence à remercier les autorités de notre université, en remerciant aussi les professeurs membres du jury, en remerciant les encadreurs qui ont fait que M. Bakelana a fait un travail de titan et pouvoir le faire. Voilà un peu votre autorité, ce que je pouvais dire, et
bonne chance au docteur Bakelana. Nous, en tant que faculté, nous sommes prêts à vous accueillir. Le professeur, celui qui vous a dirigé, il est émérite. J'ai dit ici, merci beaucoup. On s'est tenu pendant 1 minute pour honorer la mémoire de vos encadreurs, Chilengue et Lema. Nous avons besoin de vous. Venez compléter un peu. Le professeur de Carlo Tissel ne peut plus faire. D'ailleurs, il est devenu émérite. Merci beaucoup. Monsieur le doyen, chers aînés professeurs et chers collègues, c'est une fierté pour moi d'avoir présidé cette séance au nom du comité de gestion et particulièrement directeur de cette université, le professeur Jean-Marie Kayende. Je remercie Dieu qui a permis à mon premier exercice, que ce soit avec la faculté d'agronomie, parce que si je devais reprendre les études, je pense que ce serait à la faculté d'agronomie. Quand je suis à face des chercheurs comme Bakelani, qui résout un problème sérieux, un problème très sérieux, qui ressemble à celui du M23 que nous avons à l'est du pays. Nous avons ici un agresseur, il a été désigné, il manque de noms, et des noms ont été proposés. Et c'est une chance pour notre université d'avoir accueilli ce doctorat qui a conduit une vraie recherche. Et la thèse, dans l'exercice qu'il a eu à faire, n'est même pas à rechercher. Je suis du domaine des sciences politiques, mais j'étais très à l'aise quand le futur professeur, parce qu'il doit être nommé pour être professeur, quand le futur professeur faisait sa leçon ici, même nous qui ne sommes pas agronomes, on a tout compris, puisque le plus souvent, monsieur le doyen, quand les agronomes parlent, c'est des noms scientifiques des plantes qui nous tapent sur les oreilles. Aujourd'hui, nous avons eu un discours normal sur l'agronomie. Je me rappelle encore qu'à l'époque, à la faculté d'agronomie, ne devenait ingénieur pas celui qui voulait. Il y avait déjà qui s'en sortaient avec 2%, 19%, 32%, et ils étaient refusés. Je me rappelle encore des Yangambi, l'IFA Yangambi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Les gens étaient successivement refusés. On ne les acceptait pas, puisqu'un ingénieur agronome n'est pas n'importe qui. Et nous l'avons vécu ici. On a assisté à une vraie thèse. Et je tiens à féliciter sincèrement le docteur Bakelani. Et je sais que derrière le grand homme, il y a généralement une grande dame. Je voudrais demander à madame de se lever et de recevoir les applaudissements. Je voudrais demander aussi aux enfants qui sont là. Il y a un représentant des enfants. Il y en a deux. Très bien. Face cet exercice périlleux qui fait des dégâts à la maison. Et nous sommes contents puisqu'on a atterri sans dégâts. C'est vrai que ça a été dramatique à certaines étapes, mais l'essentiel, c'est le résultat où on est arrivé. Maman, vous êtes maman docteur. Vous êtes maman docteur, ingénieur Bakelani. Et c'est à la fois une joie, puisque socialement ça vous a sens, mais c'est aussi une responsabilité. Ça signifie qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous étiez très libre avant, vous pouviez faire certaines choses, mais pour l'instant, en devenant l'épouse d'un savant qui est devant nous, vous avez une responsabilité. Vous devez encore vérifier certaines choses plusieurs fois, surtout en face des provocations. Vos réactions doivent être des réactions de maman prof. Et donc, nous sommes fiers de vous ici avec des doyens, professeur Kalonji, professeur Kinkela, professeur Mafuka qui nous a accompagnés, professeur Maungu, et j'allais dire Maman Yanjou, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'université de Kisangani. Maman, j'ai fait premier, deuxième et troisième graduat à l'université de Kisangani. Et quand vous faisiez votre thèse, nous tous on était alertés que le manioc allait devenir des beignets, le manioc allait devenir, au-delà de la chikwang, le manioc allait devenir des pâtes, que les Européens nous vendent très cher et que les choses allaient s'arranger, puisque nous mangions notre molécule à Kisangani, le manioc qui est frit à l'huile de palme. Plus de parler, puisque vous faites la fierté de notre université.
Dire que la séance académique de soutenance des thèses de doctorat en sciences agronomiques est clôturée et levée. Je vous remercie. La maladie de nécrose racinaire du manioc en République démocratique du Congo et ses environs. Oui. Première question, quelle est la motivation qui vous a poussé à faire ce choix? Ok, il est arrivé que les paysans ont commencé à observer au niveau des champs des nouveaux symptômes au niveau des racines. Des symptômes qui n'existaient pas avant. Les gens ont pensé que c'était une maladie qui existait en Afrique de l'Est qui serait arrivée RDC. La maladie qu'on croyait être la cellule du manioc. Mais après investigation, on a trouvé qu'il n'était pas le cas. On avait affaire à une nouvelle maladie du manioc qui n'avait rien à voir avec la maladie qui existait en Afrique de l'Est. Et nos recherches ont permis qu'on puisse la dénommer aujourd'hui maladie de nécrose racinaire du manioc. Qu'est-ce que la population peut retenir de votre étude? La population peut retenir quoi? La population peut retenir que nous sommes là pour protéger notre agriculture. Le manioc qui est l'élément de base des Congolais, et ce manioc-là est aujourd'hui menacé par plusieurs maladies. Il n'y a pas que la maladie de Congo aujourd'hui, il y a aussi d'autres maladies. Donc, ce qu'on voit avec les chercheurs, c'est de protéger cette culture en identifiant tous les pathogènes et en proposant les moyens de lutte appropriés. Quelles sont les recommandations? Les recommandations surtout au gouvernement. De donner d'appui technique ou financier aux chercheurs des environs qui travaillent sur différentes cultures, y compris le manioc. Pour finir, quel est le rapport scientifique de ce travail? Le rapport scientifique est qu'on a pu faire plusieurs publications dans les revues internationales. Et aujourd'hui, les données, les recherches de Congo sont connues à travers le monde entier. Ce travail qu'on a fait aujourd'hui est connu au monde entier parce qu'on a pu les publier dans les journaux scientifiques qui sont aussi indexés. Bien, merci. Merci beaucoup.